Bonjour et bienvenue dans Maman à Maman au cœur du TDAH. Je suis Émilie Châtelain, consultante en parentalité spécialisée dans le TDAH et maman de Charlie. Et c'est cette double casquette qui m'a amenée à créer le podcast, parce que j'en avais marre que les mamans se sentent seules face aux troubles de leur enfant, et que les bonnes ressources soient trop rares, trop loin ou trop chères. Aujourd'hui, je reçois Mélanie. Mélanie est maman d'un fils dyspraxique. Elle connaît ce moment où tu réalises que ton enfant vit dans un corps qui ne fait pas ce que son cerveau lui demande. Pas un manque de volonté, pas une question d'effort. Son cerveau envoie le signal, mais quelque chose en chemin se perd. Elle a cherché, compris, puis un jour elle a trouvé quelque chose d'inattendu. Le rire. Pas l'humour, le yoga du rire, et c'est ce que ça change dans le quotidien des personnes TND et de leur maman. C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Mélanie, bienvenue. Merci. Bonjour. Bonjour. Mélanie, est-ce que vous pouvez vous présenter en une phrase? Alors, je suis Mélanie, j'ai 44 ans, je vis dans le sud de la France, j'ai deux enfants dont un dyspraxique et je suis effectivement animatrice de yoga du rire. Vous avez toujours vécu dans le sud? Non, 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 ça fait 3 ans qu'on est dans le sud et sinon avant j'étais avec mon mari et mes enfants dans l'Oise et puis pour le temps, pour le paysage, pour la mer, la montagne, on a voulu descendre dans le sud. C'est un bon choix, effectivement. Moi, on s'est rencontrés, je vais le dire, on s'est rencontrés à un forum organisé par Mauvais Cancre 34 sur le TSA à Montpellier. Donc, effectivement, je comprends pourquoi vous êtes là-bas. Ah oui, on regrette pas du tout, du tout, du tout. Donc, avant le yoga du rire, vous faisiez quoi, Mélanie? Alors j'ai fait plein plein de métiers différents. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans l'hôtellerie-restauration. Et puis, ayant deux enfants et travaillant le week-end, les jours fériés, jusqu'à 4 heures du matin pour les mariages, etc., ça devenait vraiment compliqué. Donc, comme je suis issue de l'hôtellerie-restauration, donc j'avais vraiment une passion dans le vin, donc j'avais fait des études là-dedans. Donc ensuite, j'ai travaillé pendant à peu près 7 ans dans une grande marque de cavistes. Et puis, ensuite, ayant des problèmes de santé parce que j'ai trop porté, je me suis recentrée sur moi-même et je suis devenue agent immobilier pendant 4 ans. Et puis ensuite, voilà, j'ai fait un autre métier. En fait, j'ai fait plein plein de métiers différents. Et le dernier, en fait, j'étais secrétaire commerciale. Et là, j'ai eu un problème. J'ai fait un burn-out. Et ça a été assez compliqué pour moi. Mais voilà, je me suis recentrée sur moi-même, vraiment à l'intérieur de moi. J'ai lu plein plein de livres. Et là, j'ai vu qu'il existait des métiers sur le rire. Et moi, je rigole tout le temps. Donc j'ai décidé d'aider les autres puisque moi après le burn-out ça a été vraiment très très compliqué. Je me suis dit que je devais pas être toute seule à faire des burn-out et donc je me suis dit pour aider les gens, que ce soit les enfants, les adultes, etc. Quand ils ont une période de leur vie où c'est compliqué pour eux, le rire peut vraiment les aider et aider à passer de ce cap de souffrance, que ce soit intérieur ou enfin physique ou pas. Le rire peut vraiment aider les gens. Donc voilà, et comme j'adore ça, je fais un métier de passion, entre guillemets, quoi. Mais effectivement, il y a beaucoup de personnes enfin, que soit qui passent dans le podcast ou avec lesquelles je discute qui ont vécu un burn-out. Et de poser des mots déjà sur ce qu'on a vécu, c'est important. Et de pouvoir après se reconvertir dans un métier qui fait sens pour soi, je trouve que c'est beaucoup plus important. Et c'est pour ça que vous exercez ce métier et que moi j'exerce le mien. Et je pense à d'autres personnes qui ont complètement changé de job et qui font des jobs passion et qui essayent d'aider les autres. Parce qu'il y a toujours cette entraide quand même de pouvoir et de vouloir aider son prochain. Et le yoga du Ah rire, je trouve oui. que c'est chouette parce que moi aussi, j'aime beaucoup, beaucoup rire. Donc, votre fils est dyspraxique, Mélanie. Comment vous l'avez su? Alors, je l'ai su grâce aux maîtres et maîtresses dans son école, parce que, en fait, à la maison, dès qu'il était, enfin, quand il était bébé, effectivement, il faisait tomber beaucoup de choses, etc. Mais bon, on s'est dit, avec mon mari,
On s'est dit, bon, bah voilà, il fait pas attention, bon, bah, c'est tout. Mais on connaissait même pas la maladie, la dyspraxie, on savait même pas ce que ça voulait dire. Et donc, quand il est rentré à l'école, la maîtresse nous avait dit, oh, je pense que votre fils, il doit avoir un souci au niveau des yeux, il faudrait aller voir un ophtalmo, parce que j'ai l'impression qu'il voit pas bien le tableau. Donc, du coup, on est allé voir un ophtalmo, il nous a dit qu'il avait une hypermétropie, pardon, j'avais oublié le mot. Et donc, du coup, il a été suivi pendant 1 an. Et au bout d'1 an, il fallait revoir l'ophtalmo. Et au bout d'1 an, il nous a dit, ben non, c'est bon, votre fils est guéri. C'est bon, il a porté des lunettes pendant 1 an, c'est parfait. Donc, heureusement que j'en ai parlé au maître de l'école en lui disant, bah, c'est bon, Maxime, c'est parfait pour lui, il est guéri. Donc, normalement, ça doit aller mieux à l'école. Il me dit, vous plaisantez? Et Oups. comment ça, je plaisante? Bah non, je plaisante pas du tout. Il tombe tout le temps. Il tombe tout le temps. Dès qu'il faut aller au tableau, il se casse la figure avec son sac, alors que son sac est largement loin de lui pour sortir Mhm. de sa chaise. Dans l'école, il tombe parce que bah, il veut courir, etc. Il n'y a rien devant lui, mais il tombe. Il se fait mal, il fait tomber les choses. C'est pas possible, sérieusement. Il faut que vous alliez voir une psychomotricienne. Et heureusement que ce maître connaissait le métier Mhm. psychomotricienne parce que sérieusement, moi, je ne connaissais pas non plus. Et en fait, grâce à elle, elle lui a fait plein de séances. Elle nous a demandé d'aller voir un neuropédiatre, forcément ce qu'on a fait. Et il a effectivement diagnostiqué une dyspraxie avec un TDAH. Et donc, bah, c'est grâce à la psychomotricienne qu'il a réussi à s'en sortir, entre guillemets. Et puis, grâce au neuropédiatre, on a fait un dossier MDPH. Et avec le dossier MDPH, il a pu obtenir un PAP. Et du coup, à chaque fois, tous les ans, à l'école, il faut que je rabâche, il faut que j'appelle chaque prof pour expliquer que Maxime est dyspraxique, qu'il lui faut plus de polycopier, qu'il faut qu'il soit euh, le, devant la salle, en fait, devant le tableau, seul, pour qu'il soit concentré. Enfin, il y a plein de choses et c'est du rabâchage pendant 3 mois. Je sais que de septembre à décembre, je passe ma vie au téléphone avec les profs parce que il faut que j'explique réellement ce que Maxime il a pour que tout soit bien pris en compte. Parce que souvent, au tout début de l'année, Maxime revient à la maison en me disant, bah maman, bah, j'ai pas eu le droit. En fait, il fallait que j'écrive absolument. Et moi, j'en peux plus. J'ai mal au poignet. J'arrive pas à suivre. J'arrive pas à me concentrer. Donc voilà, c'est un rabâchage au quotidien, mais ça paye, heureusement. Après, ça paye. Heureusement, oui. C'est quoi les premiers signaux de la dyspraxie? En fait, il y en a plein. Mon fils savait pas s'habiller. Il s'habillait à l'envers. Donc, Ok. c'est-à-dire que les habits étaient à l'envers. Donc, on voyait l'étiquette qui dépassait. Hmm. Et en plus, l'étiquette était devant lui, en plus, même pas derrière. Il savait pas faire ses lacets. Donc, ses lacets, il a réussi à les faire, plus quand il avait 4-5 ans, si je me souviens bien. Il savait pas couper sa viande parce que c'est trop compliqué pour lui de couper. Euh, et à la maison, par exemple, pour faire du vélo, c'est très compliqué aussi pour lui parce qu'il y a plusieurs tâches. En fait, il faut tenir le guidon, il faut regarder devant soi et il faut pédaler en même temps. Plus il faut regarder son environnement parce que forcément, il faut faire Oui. attention aux voitures, etc. Et pour lui, 4 tâches en même temps, c'est impossible. Donc, bah, malheureusement, donc maintenant, il sait en faire, mais il a su en faire très tardivement, contrairement à d'autres enfants qui arrivent à faire du vélo facilement, quoi. Oui. Et à l'école, ça se traduit par regarder le tableau, parce que le prof a noté quelque chose au tableau. Donc, regarder le tableau, écouter le prof, plus écrire ce que le prof demande, c'est 3 tâches en même temps, il est incapable de le faire. C'est Ok. trop compliqué. Donc du coup, d'où l'importance d'avoir des polycopiés ou pour certains enfants qui ont vraiment une dyspraxie beaucoup plus lourde, ils ont carrément des ordinateurs. J'aimerais qu'il en obtienne un, mais pour l'instant, c'est compliqué avec les NPH, en fait. Donc Mhm. là, il en a grâce au lycée, parce que dans le sud de la France, on a la chance là-dessus, c'est que le département offre un ordinateur à chaque lycéen.
Donc ça, c'est top, il a de la chance là-dessus, mais pour moi, c'est compliqué avec la MDPH que mon fils obtienne des ordinateurs avec des logiciels exprès pour lui. Donc je me bats encore maintenant, alors que mon fils a 15 ans, je me bats encore pour trouver des solutions pour lui, quoi. Oui, bah la MTPH, je crois que chaque département français, c'est c'est compliqué. Et effectivement, nous aussi au lycée, maintenant, ils ont les ordinateurs, mais effectivement, il y a besoin d'un logiciel approprié, peut-être d'une souris qui scanne, ou peut-être d'un logiciel qui puisse répéter la tâche, des choses comme ça. C'est C'est ça, ça qu'il a c'est besoin, ça. ouais. Bah oui, 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 mais tout ça, c'est un coût, et du Oui, coup, oui, c'est on ça. peut faire des choses, mais on peut pas tout faire parce que, bah, à un moment donné, Oui, c'est du matériel qui coûte très cher, ouais. ah oui, 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 tout à fait, oui, tout Mm. à fait, Donc effectivement, la prise en charge MDPH, ce serait bien. tout à fait, oui. Et du coup, pour une maman qui connaît pas la dyspraxie, à la maison, ça se passe comment? C'est des verres renversés? Enfin, je sais pas, je connais pas trop, mais c'est quoi? C'est des verres renversés? Voilà. Donc tu disais, quand il était petit, il tombait facilement. Par quoi d'autre ça se traduit au quotidien? Alors oui, c'est ça, des verres renversés, c'est-à-dire que s'il garde trop longtemps son verre ou sa canette dans la main, son cerveau ne se souvient plus qu'il a le verre dans la main, pop, il tombe. Ok. Donc, si c'est un verre en plastique avec de l'eau dedans, c'est pas grave, hein. Mais si c'est un verre en verre avec quelque chose qui tâche, pouah, surtout le verre, bah, c'est un peu plus compliqué, quoi, parce qu'il peut se blesser, en fait. Mm. Et l'entourage aussi peut se blesser. Oui. Donc, ça se traduit par ça se traduit par à la maison, quand je lui demande de faire plusieurs tâches en même temps, parce que bah, je pense pas tout le temps non plus qu'il est dyspraxique. Oui, bah c'est normal. Donc bah, du coup, bah, c'est compliqué. Il m'a rien fait du tout, en fait, parce que bah, je lui ai donné enfin, je lui ai demandé trop d'infos en même temps. Et du coup, il a rien fait du tout. Donc le soir, je suis un peu énervée, mais il faut que je me dise non, non, c'est normal, c'est Maxime, il est dyspraxique, donc il faut que je recommence tout Mm. doucement. On va faire étape par étape et ça va aller. Et après, c'est pas trouver ses affaires. Alors Ah oui. que, ah oui, oui, oui. Alors que, par exemple, je vais lui demander d'aller chercher son t-shirt dans sa chambre. Je sais très bien que le t-shirt est sur le lit. Mm. Je ne trouve pas. Ok. J'arrive pas à trouver dans le lieu ses affaires. Donc voilà, ça se traduit par ça. Ça se traduit par ses cahiers quand il rentre à l'école. Ils sont tous cornés, ils sont tous. Oh là là, c'est une catastrophe. Ils sont même déchirés. Il écrit n'importe comment. Enfin, c'est. Voilà, c'est Ouais. Maxime, quoi. Et qu'est-ce que tu pourrais dire ce que les gens ne voient pas et que vous vivez de l'intérieur? Je sais pas, un exemple ou une situation que vous auriez pu vivre, ton mari et toi? Intérieurement, en fait, ce qui est compliqué, c'est que pour nous, du coup, il a fallu s'adapter, mon mari et moi, et on n'a pas vraiment été aidés par les médecins, etc. Parce que pour avoir des rendez-vous, en fait, c'est hyper compliqué. On a attendu un peu plus de 6 mois avant d'avoir un rendez-vous avec le neuropédiatre. Mm. Et la psychomotricienne, on a eu du bol parce qu'elle commençait. Donc du coup, heureusement, elle n'était pas blindée. Mais en fait, au bout de 2 mois, elle était pleine en fait. Mm. Donc c'est compliqué en fait. Et une fois qu'on voit le neuropédiatre, on le voit qu'une seule fois, hein. Et Oui. ensuite, on le revoit 6 mois ou 9 mois après. Donc nous, en fait, au quotidien, on n'est pas aidés vraiment. Donc heureusement, mon mari et moi, on a été, enfin, on a été soudés et on s'est dit, ouais, il faut trouver une solution pour lui, en fait. Mm, mm. Donc, c'est ça. Je pense que intérieurement, c'est ça, c'est de voir que, ouais, il est différent des autres et surtout par rapport à son frère qui, lui, n'est pas du tout dyspraxique et qui comprend pas du tout, enfin, il comprenait pas du tout comment son frère réagissait. Il se disait, mais c'est bon, tu le fais exprès, en fait, t'es débile. Alors que pas du tout. C'est juste qu'il lui demandait trop d'infos en même temps et du coup, bah, son frère n'arrivait pas du tout à analyser ce que son plus grand lui demandait. Donc, c'est ça vraiment, c'est la vie au quotidien qui n'est pas facile et où vous faites toujours derrière lui en fait pour tout. Et du coup, vous avez géré ça comment avec il est plus grand, c'est ça? Oui, L'autre oui, frère? oui, oui. Avec le grand frère, du coup, pour expliquer que son petit frère avait la dyspraxie et que c'était compliqué, qu'il faisait pas exprès. Comment vous avez géré ça? Eh ben, on a été tout doucement aussi.
On a expliqué pas à pas. Et puis au final, en fait, il a vu que Maxime n'y arrivait pas du tout. Il a compris qu'à un moment donné, en fait, il le faisait pas exprès. Mais ça lui a demandé énormément de temps parce que bah, lui aussi, en fait, il passe sa jeunesse, hein, donc quand on est jeune, on fait pas attention aux autres, en fait. Mm. Si c'est son frère, hein. Donc voilà, mais en fait, c'est l'amour. Oui. C'est l'amour de notre famille qui a fait que bah, on a réussi à s'en sortir, en fait. Mm. Parce que pour nous, c'est important, on leur a toujours dit, on vous aime tous les deux de la même façon et, euh, et on veut que vous arriviez à faire ce que vous avez envie tout au long de votre vie. Mm. Et donc, bah, on va vous aider. Et on dit aux grands, bon, pour l'instant, t'as pas forcément besoin d'aide, mais t'inquiète pas, ça arrivera. Un jour, on aura besoin d'aide et on sera Mm. là pour toi aussi, ne Oui. t'inquiète pas. Et donc voilà. Mais ouais, il faut beaucoup, beaucoup d'amour et de temps et pas s'énerver surtout. Oui, c'est sûr. Et du coup, je vais me permettre de rebondir. Donc, le yoga du rire, c'est quoi? Vous pouvez nous expliquer, Mélanie? On va peut-être se tutoyer, hein, c'est plus simple. Oui, ce sera plus simple. Donc, le yoga du rire, c'est quoi, du coup? Alors, le yoga du rire, en fait, c'est une méthode. En fait, j'aide les gens par le rire, grâce à des exercices de rire et beaucoup, beaucoup de respiration aussi, à retrouver de l'énergie, à être beaucoup moins stressé et à trouver des solutions aux problèmes que tout le monde peut rencontrer. Moi, je demande pas hein, ce que les gens ont comme problème, mais grâce au rire, en fait, ils trouvent la solution à leurs problèmes parce que à la fin de la séance, donc des séances durent environ 1 heure, et à la fin de la séance, ils se sentent tellement bien que, en fait, ils ont l'impression que le problème est tout petit comparé à eux. Ils ont l'impression d'avoir grandi, et du coup, ils trouvent la solution à leur problème. Et c'est ça qui est top. Mm. Bah oui, carrément. Et donc du coup, en fait, le rire fait plein plein de choses puisque quand on rit, en fait, c'est le diaphragme qui travaille. Et donc du coup, comme le diaphragme monte de bas en haut, ça fait bouger, enfin ça fait bouger entre guillemets, ça fait travailler les intestins Mhm. et ça fait travailler également le cœur et les poumons. Donc grâce à ça, on fait du cardio en fait. Ouais. Donc c'est top pour le corps, mais c'est aussi top pour l'esprit puisque le rire en fait crée des hormones du bonheur et enlève l'hormone du stress qui est Mhm. le cortisol. Et donc ben, on se sent vraiment vraiment mieux, beaucoup plus détendu et on arrive à avoir la vie du bon côté en fait. Ah, c'est chouette. Et une séance, ça se passe comment avec toi? Ça ressemble à quoi? Et ben ça ressemble à bon, c'est top en fait, c'est marrant. Va falloir que j'essaye ça. Ah oui, oui, bah oui, faut qu'on le fasse ensemble, ouais. En fait, ben, on rit pendant 1 heure. Donc, on est debout, on est en cercle. Donc, c'est toujours en groupe, hein, pour moi. On est debout en cercle et on rigole, en fait, en marchant et en se regardant dans les yeux, puisqu'en fait, on se recrée un lien en se regardant, en fait. Et donc on rit, mais aussi on respire. C'est hyper important parce que, comme je disais, le diaphragme travaille beaucoup quand on rigole. Mm. Et ben du coup, il faut reprendre sa respiration en fait. Ok. Donc il y a aussi des temps pour respirer, se recentrer. Et pendant mes séances, personne ne juge personne. Le but, c'est vraiment de se sentir bien, à l'aise. Et ouais, ouais, on ne se juge pas soi-même et on ne juge pas les autres. C'est hyper C'est important important. parce que Mm. quelquefois, en fait, on part dans le ridicule. Et donc, c'est important de se dire, ouais, c'est bon, on est entre nous, on va se fendre la poire en fait pendant 1 heure et on va être bien après, quoi. Et donc là, pendant ouais, une bonne demi-heure, on est debout et ensuite on est allongé
Et on rigole en s'allongeant les yeux fermés, donc c'est-à-dire c'est une méditation du rire. Et ensuite, on fait une grosse relaxation pour vraiment se détendre le corps entièrement, pour pas non plus être dans l'euphorie tout le temps après la séance, hein. Il faut se recentrer aussi, c'est hyper important. Donc voilà, donc je fais ça pour les duos parents-enfants, pour Oui, les adultes aussi, mais moi j'adore travailler avec les enfants. Donc de 8 ans à 20 ans, j'adore oui, parce que c'est l'insouciance, c'est le, enfin, ils sourient déjà à la base, donc et il y a plein d'enfants qui ont besoin de rire en fait. oui. Et Ouais. tu fais ça avec tes enfants aussi? Non. Non. Parce qu'ils ont pas envie ou... Oui, c'est ça. En fait, ils ont pas envie et comme je suis leur maman, Ouais. ouais, c'est bon, maman, tu me saoules quoi. Oui, oui, bah oui, je comprends. Est-ce que tu travailles aussi avec des publics TND? Oui, et Qu'est-ce- j'adore travailler avec eux. Ouais. Tu peux J'adore nous en travailler dire un peu avec eux. plus? En fait, Ouais. comment? Tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que le rire Oui, change pour ces familles-là, par exemple? plein de choses. En fait, j'ai déjà travaillé pour une IME, Oui, donc je sais pas si tu sais ce que c'est, donc oui, 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 ouais. oui, ok. Institut Euh, médico-éducatif pour nos auditeurs. Tout à fait, ouais. Donc, ce n'était que des jeunes, donc il y avait forcément de la trisomie, de l'autisme, des 10, etc. Enfin, il y avait plein de troubles différents. Et en fait, ce que j'adore dans les enfants qui sont autistes, c'est qu'ils savent déjà à l'avance ce que je vais leur proposer. D'accord. Ah, ça, c'est génial, parce que ils ont déjà tout compris avant de commencer, quoi. Et en fait, je me rends compte qu'ils ont vraiment besoin de rire, et même les éducateurs, hein, parce que les éducateurs étaient avec nous aussi, et ils ont besoin de rire parce que dans leurs troubles en fait du quotidien, c'est très compliqué pour eux de trouver des solutions pour tout. Et en fait, le rire lâche tout en fait. C'est Mhm. vraiment un gros lâcher prise complet. Et en fait, c'est là où on s'en fout du regard des autres, quoi. C'est là où le non-jugement est hyper important et en fait, ils se sentent mais vraiment apaisés, ils se sentent sans tension, sans stress et en fait, ils ont un lien avec les éducateurs parce qu'il y avait 2 éducateurs pour 8 enfants qui étaient présents avec nous hein, pendant la séance. Et en fait, même les éducateurs étaient hyper heureux de faire ce genre de choses avec les gamins parce que c'est là où ils retrouvent un lien qui est hyper puissant et de jeu en fait en même Mhm. temps. C'était vraiment des jeux aussi et c'est ça que j'adore. Et en plus, à la fin de la séance, quand tout était terminé, tous les gamins sont venus me voir en me disant, on peut avoir un câlin s'il te plaît? Oh mais oui, mais viens. Ah, c'est beau. C'est Ah, beau. c'était génial. Franchement, ça, c'est vraiment des moments inoubliables. Et puis ensuite, j'ai déjà fait aussi des séances pour des dyspraxiques, donc enfants et parents. Et là aussi, en fait, on recrée un lien énorme entre le parent et l'enfant qu'on ne crée pas forcément à la maison parce que, voilà, entre le trouble, entre il faut faire plein de choses dans la maison, il y a le travail, il y a l'école, etc. On retrouve pas forcément ce lien marrant, rigolo qu'on peut ressentir avec son enfant. Et c'est là où on le retrouve et ouais, ils ont adoré quoi. Que ce soit des enfants ou des parents, et il y avait même des ados, hein, et ils ont adoré quoi. Ah, c'est génial. Une Ouais. maman dont l'enfant est toujours tendu, tu lui dirais quoi? De se détendre déjà, donc c'est-à-dire faire de la sophrologie et de la méditation. Je pense que c'est primordial de de faire appel à des associations. Parce qu'en fait, les associations peuvent aussi énormément aider. Il y a différentes associations, hein. Soit il y a des associations où ils vont faire plein de choses et ils vont les aider au quotidien. Mais il y a des associations qui aident également pour remplir des dossiers MDPH. Oui. Et rien que d'entendre, vous inquiétez pas, je sais ce que vous subissez, je l'ai vécu moi-même, rassurez-vous, on va vous aider, ça va bien se passer. Oui. Rien que d'entendre ça, en fait, pouah, ça apaise tout de suite. Et souvent, d'ailleurs, il y a des moments il y a des mamans, en fait, qui pleurent de,
Rien qu'en entendant ça, en fait, elle se relâche et elle pleure direct en disant: «Waouh, enfin quelqu'un qui me comprend, quoi!» Oui, c'est important. Bah oui, oui, oui. Et donc, je pense que oui, de faire partie d'associations peut vraiment aider à bah, résoudre, entre guillemets, des problèmes qu'on peut se créer en plus du trouble, en fait. Oui, c'est ça, faut vraiment s'entourer, ne pas rester seul, et oser franchir les portes en fait, parce que les associations, elles sont là pour ça. Et voilà, à s'entourer Il y a plein de ressources aussi qui sont gratuites et il faut pas hésiter à écouter ce podcast déjà. Et puis voilà, aller voir les personnes, aller te voir toi et puis oui, aller voir les associations proches de chez soi. Tout à fait. C'est dur à dire. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise quand ton fils a été diagnostiqué, Mélanie? Eh ben, j'aurais aimé avoir de l'aide. Oui. Et c'est ça, justement, moi, j'ai pas du tout pensé aux associations. Je savais même pas que ça existait. Moi, je connaissais pas du tout, en fait, la dyspraxie. Et je ne connaissais même pas le métier de psychomotricienne. Donc, déjà, ça a été compliqué pour moi. Et mon mari non plus, hein, d'ailleurs, ne connaissait pas non plus. Donc, on a eu la chance d'avoir des maîtres et maîtresses en primaire qui connaissaient très bien le sujet et qui ont pu nous aider là-dessus. Mais au quotidien, ouais, on aurait aimé être aidé, en fait, être épaulé. Mais bon, bah, on n'a pas eu, donc bah, on s'est débrouillé, hein, on a trouvé une solution, hein, heureusement. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que c'est souvent ça. C'est les gens me disent, bah oui, bah on est seul, on nous a pas expliqué ce qu'il a, enfin, c'était quoi le trouble. Et c'est vrai que les gens sont souvent seuls, un peu démunis face Oui, au diagnostic. tout à fait, parce que ce n'est pas un trouble qui se voit dès la naissance. Mm. En fait, c'est vraiment par la suite, quand il fait ses premiers pas, quand il va à l'école, etc., que là, on se rencontre des difficultés. Mais avant, en fait, on ne s'en rend pas du tout compte. Donc, ouais, c'est pas simple, quoi. Euh, Est-ce que tu as un message à laisser à une maman qui est seule aujourd'hui? Ouais, mon message, ce serait bah, comme tu disais tout à l'heure, de surtout pas rester seul. Euh, Ce genre de trouble, il y en a plein. Parce que dyspraxique, ça fait partie des troubles 10. Donc, il existe dyscalculie, dyslexie, dysorthographie, il y en a 10 000 en fait. C'est sûr. Et donc, du coup, la dyspraxie fait partie d'un trouble de 10. Mais en fait, il y a plein d'enfants qui ont ce genre de problème. Et comme c'est génétique, les parents aussi, en fait, ont ce genre de choses, mais ils ne le savent pas puisque bah, c'est la médecine qui a évolué et qui a trouvé le trouble dyspraxique, mais il y a 10, 15 ans, en fait. Avant, Mhm. on ne savait pas du tout le diagnostiquer, en fait. Oui. Et donc, je dirais que, ouais, il faut pas rester seul, il faut en parler à n'importe qui, des personnes de confiance, hein, forcément. Oui. Il faut en parler et en parlant, en fait, on trouve des solutions. Parce qu'il y a toujours un ami, une voisine, je sais pas moi, un collègue, à l'école aussi, où quelqu'un subit ça. Et quelqu'un va à un moment donné dire, mais t'as fait ça? T'as été voir l'association machin, t'as rempli un dossier MDPH, t'as fait un, un dossier Gévasco, t'as rencontré les profs, t'as un PAP. Il existe des milliards de choses en fait. C'est ça. Et donc c'est à force de discuter que oui, on peut trouver des solutions. Mm. Donc ouais, il faut pas rester seul dans son problème et il faut en discuter en fait. Oui. Mélanie, où est-ce qu'on peut te trouver? S'il y a une Et personne qui souhaite faire une séance de yoga du rire avec toi, est-ce que tu le fais en ligne ou c'est absolument réservé aux personnes qui habitent dans le sud de la France? bah, non, non, alors j'ai encore jamais fait en ligne, mais je peux, sans problème. Ouais, on a dit qu'on allait essayer quand même, hein. Oui, 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 tout à fait, tout à fait, tout à fait. En fait, il faut juste que je trouve la solution de comment faire Ouais. le truc en ligne là sur Google là. Mais après, moi, ma séance, je saurais très bien la faire en ligne, il n'y a pas de souci. C'est juste le moteur là de recherche, je ne sais pas comment il faut faire, donc je cherche ça. Mais c'est possible. Mais de toute Oui, façon, oui, oui. t'as une page Instagram, toi?
Oui, tout à fait, tout à fait. Donc J'ai une formation. je la mettrai en lien dans la description de l'épisode. Donc mes auditeurs auditrices, vous pourrez retrouver Mélanie dans le lien de la description de cet épisode. Je vous mettrai son Instagram. Ah bah super, bah merci beaucoup. Mélanie, est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter sur cette interview, quelque chose qu'on n'aurait pas abordé et qui te tient à cœur? Eh bien, bon, non, en tout cas, moi, je suis enchantée de faire ce podcast avec toi. Franchement, je te remercie beaucoup de m'avoir invitée. C'était vraiment génial. Et puis, bah, si j'ai pu aider quelqu'un, franchement, moi, je suis ravie parce que c'est ce que je veux faire en fait, hein. Je veux aider les autres. Donc, si j'ai pu aider ne serait-ce qu'une seule personne, oh là là, je suis trop contente. Oui, c'est le principal. Mélanie, merci d'avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui, avec autant d'authenticité et de générosité. Si cet épisode t'a parlé, envoie-le à une maman qui en a besoin, une qui cherche des réponses, une qui se sent seule avec le trouble de son enfant. Tu peux retrouver Mélanie sur Instagram, je te mets le lien en description. Et si tu veux aller plus loin avec moi, tape signaux en DM sur Instagram et je t'envoie des ressources gratuites pour comprendre les signaux de ton enfant. Et si tu as aimé cet épisode, je te conseille de me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est gratuit et ça m'aide énormément, surtout pour un podcast indépendant comme le mien. À très vite dans Maman à Maman au cœur du TDAH. Maman à maman au cœur du TDAH, du cœur